Coucou, si t'as cliqué, deux options, soit tu me connais, soit tu me connais pas. Dans les deux cas, petite info sur moi, j'aime pas faire des vidéos négatives, tu sais. Tout le temps être dans l'offensive, l'invective, ça m'intéresse pas des masses de faire des rétrospectives explosives. Force est de constater que c'est celle qui marche le mieux pourtant. Mais même si je préfère le profit, pour autant, je refuse qu'il justifie le conflit. Je suis pas tyrannique, vérifie. La vidéo précédente, je suis même un peu plus dithyrambique. On parle d'une série qui m'a marqué, d'un récit qui m'a embarqué, de personnages qui ont su se démarquer, et comment vous expliquer? Ah, si, j'ai trouvé. À un moment donné, c'est devenu à chier. Voilà, là vous avez le propos de cette vidéo. Là vous avez sa trajectoire. Et si je vous dis que vous êtes deux glands, là vous avez du péremptoire. Bon allez, on fait une pause dans les rimes, on fait une pause dans la provoque. Plus sérieusement, je me suis rematé la série récemment. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois où je vous racontais un peu l'avènement de la série, de la jeunesse de George Martin jusqu'au deal conclu avec D&D, les deux scénaristes. Je vous ai parlé de ce qui faisait le succès de cette série, ce qui faisait d'elle une œuvre unique, géniale, parfaite, enfin... presque. Parce qu'il s'est passé quelque chose à partir de la saison 5. Quelque chose qui se mit à gangréner lentement la raison et le bon sens d'une adaptation jusque-là reconnue pour son génie. Bref, on va voir tout ça très vite, il y aura du spoil, je te préviens, donc prends-toi un truc à boire ou à grignoter, parce qu'aujourd'hui ton pote le tavernier a une nouvelle histoire à te raconter. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. À la taverne d'Halloween, le temps s'efface. L'histoire murmure sous chaque fer qui passe. Tu t'es jamais dit que t'aimerais gagner un jour à la loterie, que si quelqu'un t'en donnait l'occasion, tu voudrais pouvoir échapper à ton quotidien, qu'avec 1 milliard de dollars tu partirais voyager dans le monde, que tu plaquerais tout, là comme ça, définitivement? Eh ben moi aussi, des fois, je me demande ça, mais malheureusement, on est tous les deux obligés de rester coincés ici comme des glands. Alors à la limite, ce que je te propose en attendant, c'est de télécharger le mode de la taverne d'Halloween sur Opera GX, parce que oui, depuis quelques semaines, il est désormais dispo. Je vous ai fait un super mode, mince. T'as un splash screen personnalisé, des bruitages quand tu tapes au clavier, une musique d'ambiance et des sons à chaque ouverture et fermeture d'onglet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si ça te plaît pas, bah tu peux te désactiver, voire même changer de mode directement depuis la barre latérale. Mélanger des éléments d'autres modes, garder la musique de la taverne, mais piquer le fond d'écran d'un mode cyberpunk si ça t'amuse. Enfin, tu peux tout faire, tu peux tout fusionner, créer ton ambiance parfaite. Et évidemment, le lien du mode de la taverne d'Halloween est en description, télécharge-le et montre à Opera GX que la taverne, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est une véritable communauté. Bon, parlons un peu du reste, parce que Opera GX c'est pas seulement beau, c'est costaud. T'as un VPN gratuit intégré, tu choisis ta localisation entre Asie, Amérique et Europe, et hop, fini les séries bloquées dans ton pays. Et pour les plus exigeants, il y a un VPN Pro, plus de 3000 serveurs dans 30 pays, jusqu'à 6 appareils protégés et un chiffrement béton. Et t'as un mois offert avec le code Eggplant, valable jusqu'à la fin 2025. Et comme si ça suffisait pas, il y a un bloqueur de pub intégré. Tu cliques ici, tu l'actives là, et terminer les pubs criardes qui te hurlent dessus pour t'expliquer que la vie changera grâce à un balai à shot connecté. Fini de regarder les vidéos de la taverne d'Halloween et ses 14 pubs, fini de le rémunérer et... oula. Et puisque tu vis déjà sur internet, Opera GX te simplifie la vie. Tu peux te connecter à Twitch, Discord, TikTok, Instagram, Messenger, WhatsApp et tout gérer sans jamais quitter ton onglet. Et ouais, si ton streamer préféré passe en live, t'as la notif directe. Et tu connais, depuis le temps, je termine toujours par la même rengaine. Si t'as les miquettes de changer pour pas perdre tes dossiers, sache que l'outil d'importation rapide te permet de récupérer tous tes favoris, ton historique et tes mots de passe en 2 clics. Bref, t'as plus aucune raison de rester sur un navigateur gris et triste. Télécharge Opera GX via le lien en description, installe le mode de la taverne d'Halloween et rejoins la communauté. Merci aux équipes d'Opera GX pour leur confiance et pour soutenir la chaîne depuis des mois maintenant. Allez, on range les shops, on rallume un feu et on retourne à la vidéo. Zou! Imaginez-vous, un jour, entrant dans un restaurant. Vous n'y êtes jamais allé, tout le monde en dit du bien, pourtant, alors que vous êtes venu vérifier par vous-même, vous vous installez, on vous donne le menu, vous lisez, attentif, et bon, force est de constater que ça ressemble à toutes les cartes que vous avez déjà eues sous le pif. Qu'à cela ne tienne, vous commandez tout, faisant fi des doctrines épicuriennes. Et pendant que vous dévorez tout comme un gros sac, des goûts, des saveurs, des agréments jamais éprouvés par le palais vous reviennent avec le ressac. Cette entrecôte là, c'est la meilleure que vous ayez mangée de votre vie. Sa sauce, bon Dieu, si divin, un régal pour les papilles, un ravissement pour l'âme. Et le bouillon de légumes, du nectar
nectar qui coule dans votre gorge. Et le dessert, ce tiramisu là, sans doute ce que l'on donnait à déguster aux 12 Olympiens. Vous vous régalez, mon chien. Jamais de votre vie vous n'avez mangé aussi bien. Vous revenez chaque lundi, tout le temps, vous ne pouvez plus vous en passer, vous ne faites qu'y penser. Puis un jour, les deux chefs annoncent continuer comme avant, toujours la même carte, toujours les mêmes ingrédients. Pourtant, vous goûtez le premier plat et voilà que... c'est étonnant. C'est bon, comme à l'accoutumée, mais en vérité moins bon que la coutume le voulait. Vous êtes habitué à un paradis, à une idylle gastronomique, et ce que vous avalez là, maintenant, ferait pâlir de jalousie n'importe quel restaurant, mais... c'est pas suffisant. Quelque chose a changé. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, mais vous le savez, au fond, vous êtes déçu. Eh ben, c'est exactement pareil pour Game of Thrones. On a soupé l'excellence toutes ces années, aujourd'hui, on n'est rien de moins qu'un peu vénère de la tournure qu'ont pris les événements. Dans la précédente vidéo, je me suis arrêté à partir de la saison 5, parce que j'ai considéré que c'était à partir de là que les choses commençaient réellement à s'effriter. Progressivement, saison 5 à 6, ça se fragilise, ça reste super bon, mais ça se fragilise. Saison 7 et 8, c'est les montagnes russes inversées du fun. Alors bon, je vais exagérer volontairement mon propos pour pouvoir appuyer vraiment ce que j'ai envie de dire, je pourrais pas être exhaustif dans cette vidéo, il y a énormément de choses que je reproche à cette saison 7 et 8, surtout la dernière, donc il y a quelques fois peut-être que vous allez me trouver de mauvaise foi, mais je vous rassure, je le fais de bonne aloi. Je suis désolé, je comprends rien à ce que vous dites. Alors on va pas se mentir, ça restait toujours du très haut niveau, même aujourd'hui il y a encore très peu de séries qui arrivent au niveau des saisons 5-6 de Game of Thrones. Toutefois, comme la série avait habitué ses spectateurs à voir un numéro de trapèze parfaitement bien exécuté et que celui-ci commençait à se casser la gueule doucettement, le public en est venu à se demander pourquoi ? Qui est responsable de ça ? Mais ce qu'il fallait se poser comme question plutôt à l'époque, c'était celle-ci. Qu'est-ce qui avait changé entre la saison 3 et la saison 5 ? Comment est-ce qu'on procédait avant pour obtenir ce délicieux nectar scénaristique ? Retournons pour ça du côté de nos scénaristes et de nos showrunners. D&D. Vous vous souvenez d'eux parce que je vous ai parlé de leur parcours, mais aussi parce que je vous ai dit qu'ils étaient d'excellents scénaristes du moment qu'ils avaient un matériau de base à adapter, du moment qu'une œuvre en arrière-plan leur permettait de puiser l'inspiration dont ils avaient besoin. Et c'est ainsi qu'ils procédaient pour Game of Thrones. Adaptant plutôt fidèlement les livres de George Martin, il leur arrivait malgré tout de faire quelques digressions, mais ces digressions servaient le récit, et franchement la plupart du temps elles étaient pertinentes. Par exemple dans la saison 2, une scène, voire même plusieurs scènes ont été ajoutées et ne correspondent en rien à ce qui se trouve dans les livres. Je veux bien sûr parler de la rencontre entre Arya, la fille de Ned Stark, et de Tywin Lannister. À l'origine, ces deux personnages ne se rencontrent pas à ce moment-là du récit. Et d'ailleurs, je crois qu'ils se rencontrent même pas du tout. Leurs interactions ont été adaptées à l'écran pour servir le propos de la série. Arya se retrouve à jouer les échansons pour l'ennemi juré de sa famille, et bien que ça n'ait rien à voir avec ce qu'a écrit George Martin, c'est un ajout brillant qui fait partie des meilleures scènes de la série. Après, pour rien vous cacher, il y a aussi eu des dissensions et des tensions entre l'auteur et les showrunners à propos de certaines omissions de la série ou certains rajouts. Par exemple, George Martin était très peiné de constater l'absence de Lady Stoneheart, la revenante vengeresse de Lady Stark, qui avait un énorme rôle dans les livres et une intrigue plus grande encore. Les showrunners ont décidé d'effacer complètement le personnage. Bon après, je dois vous avouer que je suis pas allé aussi loin dans la lecture des livres, il me semble pas que j'ai lu quelque chose qui fait mention à Lady Stoneheart. Il doit me manquer le tome 4 et le tome 5, je sais pas si c'était du coup une bonne idée de la laisser morte, ou si ça apportait quelque chose de la faire revenir, vous me le direz dans les commentaires, vous qui avez lu. Bref, on l'a déjà dit, D&D sont plutôt forts dans le processus d'adaptation d'une œuvre, mais faut dire qu'ils sont pas seuls, il y a George Martin aussi. Bah oui, jusqu'à la saison 4 à peu près, le vieux Martin avait un rôle de consultant et même pas mal de poids sur le travail des scénaristes. À partir de la saison 4, il est lentement écarté des salles de réunion, surtout à mesure que la série commence à rattraper les livres, parce que oui, elle commence à les rattraper. Dans l'esprit de D&D, du moins au moment où ils ont commencé à tourner la saison 1, Martin continuerait en parallèle des tournages à écrire les romans. Problème, Martin n'a plus rien écrit après 2011 et son Dance with Dragons. Sur les 7 tomes prévus pour boucler sa saga, 5 seulement ont vu le jour, encore jusqu'à aujourd'hui. Et là, normalement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le mec il fout ? Au bout de 14 ans, il a toujours pas terminé son bouquin, et moi je vous répondrai qu'il peut pas parce que il est bloqué. Alors déjà, avant de vous expliquer pourquoi et comment il est bloqué, il faut que je vous parle un petit peu de son travail d'écrivain, sa méthode d'écriture. I know for some writers, they do the world building before they even write the story, but it's certainly not me. I mean, Game of Thrones and the whole Song of Ice and Fire sequence began with my vision of a chapter where some medieval people find some direwolf pups in summer snows. Ok, donc là je vous ai laissé cet extrait, vous comprenez donc qu'il n'a pas bâti son monde à l'avance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a eu une image et à partir de cette image, en a découlé un monde qu'il a fini par remplir. Pour George Martin, c'est pas uniquement pour lui, mais c'est aussi admis chez les écrivains, il y a deux sortes d'auteurs. Le premier, c'est l'architecte, il bâtit un plan solide, il a un début, un milieu, une fin, une intrigue bien ficelée, différentes étapes préécrites et il lui reste plus qu'à dérouler avec style pour relier ces différentes étapes entre elles. Pour continuer sur la métaphore, si un livre était une maison, l'architecte est donc celui
lui qui en fait les plans, supervise le terrassement et les fondations, il s'occupe seulement dans un deuxième temps d'ajuster les différents travaux de menuiserie, de charpente et de finition. D'abord les fondations, ensuite les finitions. Cette technique a ses avantages et ses inconvénients, il est plus facile de ne pas sortir du chemin que l'on s'est tracé et de donner une impression de cohérence. Malgré tout, ça peut aussi donner l'impression au lecteur que les héros ne sont que des marionnettes du destin, qu'ils ne sont pas vraiment libres et plutôt esclaves de l'intrigue. Heureusement, il y a aussi un autre type d'auteur, c'est le jardinier. Et le jardinier, c'est justement le type de George Martin. Alors, qu'est-ce qu'il fait le jardinier ? C'est celui qui plante les graines de l'intrigue et les regarde pousser. Il ne sait pas exactement quelle forme elles vont prendre, ni quelle importance elles vont avoir au final, mais vit le moment présent et ressent les choses en même temps que le lecteur et que ses personnages. En gros, c'est une méthode d'écriture qui consiste à se laisser porter par sa plume, ne pas savoir à l'avance ce qui va arriver au protagoniste, découvrir les événements en même temps que lui, ça permet de donner une impression naturelle que ce qui arrive n'a pas été prévu à l'avance et de renforcer, vous savez, ce sentiment de réalisme des personnages et d'intrigue. L'inconvénient, vous l'aurez deviné, c'est qu'à planter des graines partout, on se retrouve vite avec un jardin sauvage qui échappe au contrôle même du jardinier. C'est un peu ce qui est arrivé au vieux Martin, à force de planter des graines d'intrigue un peu partout et de pas prévoir de plan à l'avance, il a fini par se laisser déborder. Et maintenant, de son propre aveu, la situation d'énormément de personnages semble bloquée, il ne peut rien démêler sans qu'un Deus Ex Machina vienne tout sauver. On peut donc imaginer le stress inévitable qu'ont dû ressentir les deux showrunners à mesure qu'ils avançaient eux dans les saisons et se mettaient à rattraper les livres, alors que le livre, il était au point mort. Deux choix s'imposeront alors à eux, soit attendre que Martin finisse son cycle, ce qui implique de suspendre la série, soit de complètement diverger des livres et conclure eux-mêmes. C'est évidemment la deuxième option qui sera retenue. Au cours de la 5e saison, D&D réalise qu'ils sont en train d'épuiser les dernières ressources du livre, et ça y est, la 6e saison arrive, et elle se fera sans aucun support, aucun bouquin. Et d'ailleurs sans George Martin lui-même, parce qu'il a été poussé vers la sortie. Et là déjà, certaines failles commencent à apparaître dans l'armure. Sansa se retrouve à Winterfell, forcée d'épouser Ramsay Bolton, un homme cruel et tortionnaire. Elle y subit des sévices que d'aucuns jugent inutiles, en plus d'être absent des livres. Sansa avait déjà eu un arc similaire à Port-Réal avec Joffrey, et là on remet du trauma par-dessus, c'est totalement gratuit, et je trouve que franchement, ça sert pas vraiment à l'intrigue. On était beaucoup à penser ça à l'époque, le fait qu'elle ait déjà pris cher à Port-Réal et qu'elle reprenne cher à Winterfell, en plus là, elle se fait V par Ramsay Bolton, franchement c'était pas utile quoi. Il y a aussi l'intrigue avec les Sand Snakes complètement nulle et gâchée, ou le fait que Tyrion Lannister apparaisse dans un état de délitement intellectuel très avancé. Et regardez juste, si vous êtes pas d'accord avec moi, on va prendre une scène de la saison 5, une scène qui, je le gage, n'aurait jamais existé dans la saison 1. Ça c'est sûr et certain. Cette scène, c'est le moment où Jaime et Bronn arrivent à Dorne pour sauver Myrcella des griffes des Sand Snakes. Ils arrivent déguisés de surcroît, ce qui est déjà quand même pas mal ridicule, et surtout en même temps que les Sand Snakes, qui elles avaient déclenché leur plan à ce moment précis, à cet endroit précis, pour tuer Myrcella, ou la capturer. Enfin, je sais plus ce qu'ils voulaient faire comme merde, mais bon, de toute façon, c'était tellement con leur intrigue que j'en ai retenu que la moitié. Ça nous aura donné cette scène où Bronn se fait fouetter le cul, et surtout, ça, juste après. Tu veux une gentille fille, mais ce qu'il te faut, c'est une méchante petite chatte. Voilà, non mais sérieusement, est-ce que ça c'est un truc qu'on aurait vu dans la saison 1 ? Premier degré, vraiment je vous pose la question. En bref, à partir du moment où George n'est plus là pour veiller au grain et naviguer dans ce jardin sauvage qu'il a lui-même contribué à faire pousser, on commence à percevoir les premières errances des scénaristes, largués dans une véritable jungle où ils peinent à se repérer en l'absence de leur guide. Et en fait, c'était même plus qu'un guide qu'ils avaient, puisque George avait écrit plusieurs épisodes. En général, il en écrivait un par saison, comme l'épisode de la Nera ou du Lion et de la Rose. Mais bon, basta, maintenant il est plus là, les deux compères sont largués en pleine forêt amazonienne, forcés de composer avec ces enchevêtrements d'intrigues. Alors certes, il bénéficie des grandes lignes de l'histoire, parce que George Martin, vous pensez bien, il s'est pas barré comme ça. Il leur a expliqué grossièrement la fin, comment c'est censé se terminer, les grandes étapes pour y arriver. Il s'est pas barré comme un filou, mais bon, est-ce que c'est suffisant pour naviguer dans les eaux noires de Westeros ? Pas sûr. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vais me répéter beaucoup, mais il y a très peu de séries qui arrivaient à la cheville, même des dernières saisons de Game of Thrones. La saison 6, c'est une claque visuelle, surtout pour certains épisodes. Comme pour la bataille des bâtards, c'est une leçon de réalisation, moi ça fait partie de mes épisodes préférés de la série. Il y a aussi les vents de l'hiver, avec l'explosion du sanctuaire de Baelor, et la musique de Ramin Djawadi, on en a pas assez parlé, mais c'est un compositeur de talent, lui il continue de faire le taf. Ces épisodes, largement originaux par rapport au livre, montrent que la série peut encore surprendre et maintenir sa qualité. Néanmoins, des observateurs notent déjà un changement de rythme et de ton, le rythme va plus vite, peut-être trop vite même, les personnages semblent se téléporter d'un bout à l'autre de Westeros en un clin d'œil, là où autrefois les voyages prenaient plusieurs épisodes. Et ça c'est un truc que j'avais pas tant remarqué à l'époque, mais maintenant que je me suis retapé la série en entier, forcément ça me saute aux yeux, et là vraiment l'exemple le plus concret c'est Varys, qui en l'espace de 2 épisodes quitte Meereen,
va à Dorne, revient de Dorne visiblement parce qu'il s'est téléporté à la fin de la saison sur le bateau de Daenerys. On comprend pas ce qu'il fout là. Vraiment, 10 minutes avant, on voyait cette scène à Dorne, 10 minutes après, on le voit sur le bateau avec Daenerys. Incompréhensible. Ça, c'est vraiment le genre de truc que t'aurais pas vu du temps du Terre Pendragon. Que je raconte ça. Et vous vous laissez parler comme ça? Du temps de Pendragon? Ah mais merde avec Pendragon! Les dialogues ciselés et les joutes verbales qui faisaient autrefois la saveur des premières saisons laissent davantage place à de l'action et aux effets chocs. Et on a l'impression que l'action, elle est un petit peu là pour justifier l'absence d'intrigue ou pour sortir les personnages de la merde. Alors en effet, j'aurais pu vous parler d'Arya qui se fait chlasser 18 fois à Braavos parce qu'elle fait full connerie, mais plutôt je vais vous parler de Benjen Stark qui arrive toujours à point nommé pour absolument toutes les scènes qui nécessitent un Deus Ex Machina. D'ailleurs, on va l'appeler Monsieur Deus Ex Machina parce que les scénaristes ne savaient tellement pas quoi faire avec lui qu'il est là pour cette unique raison. La saison d'après, d'ailleurs, on saute un petit peu la temporalité, il sauve Jon, et après il meurt. Bah voilà, c'était... c'est Benjen Stark. Après ça va, c'est pas comme si on parlait de lui depuis la saison 1. En coulisses, George Martin lui-même s'inquiète. Voyant la série filer devant lui, il aurait préféré qu'elle prenne plus son temps. On sait même qu'il a pris un avion pour aller directement se plaindre auprès du PDG de HBO et le supplier de faire courir la série sur au moins 5 saisons supplémentaires. Et le PDG était en fait plus ou moins d'accord, hein. Lui aussi il aurait bien voulu. Bon, après tu me diras, vu le fric que ça rapportait, effectivement il voulait pas voir s'évader la poule aux œufs d'or. Mais bon, ceux qui n'étaient pas chauds, ceux qui ne voulaient pas, c'était D&D. Eux en avaient marre, ils se sentaient épuisés et voulaient vite passer à autre chose. Raison pour laquelle ils ont choisi de conclure la série et toutes les intrigues dans la saison 7 et 8. Et vous voyez, quelque part les gars, je peux les comprendre. Parce que 10 ans à faire la même série, sans compter la pré-production, qui a quand même commencé en 2006, on l'a déjà dit, c'est normal. Ils vont pas passer toute leur vie à faire du Game of Thrones. Ils ont une vie, ils ont des envies, ils ont envie de changement. Ça je peux comprendre. Mais par contre, à quel moment on les obligeait à finir eux-mêmes la série? Ils auraient très bien pu confier la tâche à un autre showrunner, rester producteur. Ils ont voulu terminer l'œuvre qu'ils avaient initiée. Ça aussi on peut le comprendre. Mais par contre, c'était au risque de lui porter atteinte. Et c'est donc ce qui s'est passé. Ils ont porté atteinte à leur œuvre. La saison 7 sort, elle, en 2017, et bon, qu'est-ce que je peux en dire? Rien, à part le fait que c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du rythme, Il y avait vraiment aussi cette histoire d'incohérence scénaristique, avec Tyrion qui s'évertue à prendre des mauvaises décisions. Pour moi, le coup fatal, ça a vraiment été ça, cette expédition au-delà du mur qu'il suggère pour ramener un marcheur blanc à Cersei, afin que Cersei comprenne la menace d'au-delà du mur et envoie des soldats les aider, qui suspendent leur rivalité, leur guerre, pour le bien commun, pour l'humanité, mais bien sûr, c'était tellement bien connaître Cersei, elle est tellement capable d'humanité, non mais waouh. Le pire, je crois, c'est que ça vienne de lui, quoi. Il est censé la connaître sur le bout des doigts, sa sœur. Elle a tenté de l'assassiner, je sais pas combien de fois. Pourquoi il suggère ça? Pourquoi il pense que ça peut être possible, qu'il y a un monde où ça va marcher? Enfin, moi, ça me dépasse. Cette expédition d'au-delà du mur, je pourrais en parler des heures tellement qu'il y a. Tiens, par exemple, Gendry qui se transforme en Flash, qui va prévenir Daenerys directement par corbeau. Donc déjà, faut qu'il fasse le trajet retour en courant. Il va au mur, épuisé. Il envoie un corbeau. Le corbeau est envoyé à Pendragon à la vitesse de la lumière. Daenerys prend ses dragons à la vitesse de la lumière, pareil, revient au-delà du mur pour aller chercher Jon et ses petits copains et les sauver in extremis. Ouais, c'est bon quoi, franchement, là c'est abusé quoi. Et tout ça pourquoi au final? Pour rien, parce que Cersei, contre toute attente, refuse de les aider, Maintenant elle croit en l'existence des marcheurs blancs, mais du coup elle s'en fout quoi. Au final ça aura juste servi à doter l'armée des morts d'un dragon zombie, voilà, parce que je pense qu'en fait c'est comme ça qu'il résonne à partir de la saison 6. Tiens, ça serait cool que en fait l'armée des morts ait un dragon zombie, tiens ça serait cool qu'il fasse une expédition au-delà du mur, putain j'en pleure de rage quoi. Non mais plus sérieusement, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait ils avaient pas le temps tout simplement. Les personnages qu'ils avaient introduits pour lesquels ils destinaient des intrigues, des grandes intrigues, au final ils sont expédiés comme Benjen Stark, le pauvre. Vous m'expliquez là pourquoi il meurt à ce moment-là, je veux dire il y avait de la place sur son cheval quoi. Dans la saison d'avant il fait monter 2 personnes sur son cheval, ils sont 3, pourquoi là il peut pas monter dessus, pourquoi il est obligé de se sacrifier, enfin on comprend pas, en plus ça me fout les boules, il dégobe que 2 zombies là. Bon vraiment, passons sur cette saison 7 et attardons-nous sur l'ultime saison, la saison 8, celle qui a fait tant parler d'elle. If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. Le 15 avril 2019, Game of Thrones entame sa 8e et dernière saison dans une effervescence médiatique sans précédent. 2 ans se sont écoulés depuis la saison 7, la promotion a martelé le caractère épique et conclusif de ses ultimes épisodes et l'attente des fans est à son comble. Le premier épisode de la saison 8, diffusé simultanément dans 186 pays, réalise des records d'audience historiques pour HBO. Les premiers épisodes sont mémorables, très bons et tout le monde retrouve la hype Game of Thrones. Mais très vite, l'enthousiasme initial fait place à la perpétuité
perplexité. Puis à la perplexité succède la déception et la colère. Que s'est-il passé pour que la série, autrefois adulée, se retrouve presque massacrée sur les réseaux sociaux en l'espace de quelques semaines seulement? Plusieurs points de bascule lors de la saison 8 vont cristalliser les critiques. D'abord, The Long Night, l'épisode 3 de la saison 8, était annoncé comme l'apogée de la lutte contre les marcheurs blancs, une bataille nocturne entre les vivants de Westeros et les armées de mort. Si l'épisode bat alors des records d'intensité, il en bat aussi un bien autre volontaire, celui du plus grand nombre de téléspectateurs frustrés de ne rien voir à l'écran. L'épisode, plongé dans l'obscurité quasi totale d'une nuit sans lune, suscite un tollé. Beaucoup se plaignent que l'image est si sombre qu'on distingue à peine l'action. Et moi je me souviens qu'on avait dû fermer tous les volets pour regarder la scène. Forcément, sur internet, des mèmes ironisant sur l'écran noir fleurissent. Le directeur de la photographie fait la connerie de se défendre, et de se défendre vraiment très mal d'ailleurs. Il dit « Ce n'était pas trop sombre. On l'a filmé comme il fallait. C'est juste que vous devriez pas regarder ça sur un téléphone ou sur un téléviseur mal réglé. » Bande de cons. Bon, j'avoue, ça je l'ai rajouté. La réponse agace certains fans qui y voient une forme de mépris. Au-delà de la technique, l'épisode divise aussi bien par ses choix narratifs. En une nuit, la menace glaciale du roi de la nuit, patiemment construite depuis la scène d'ouverture du tout premier épisode, donc ça remonte à long, il y a 8 saisons, est balayée d'un coup d'un seul, par un exploit, celui d'Arya Stark, qui arrive en tyrolienne, ou en trampoline, selon les théories. Beaucoup s'attendaient à ce que la bataille contre les forces du mal absolu soit le climax final de la saga, or, elle survient en milieu de saison et se conclut abruptement, sans implication majeure pour la suite de l'intrigue. Pour certains, c'est là le premier signal que la conclusion pourrait décevoir. La série semble vouloir expédier rapidement les éléments qu'elle avait pourtant longuement préparés. Nom de Dieu, ils ont mis 8 saisons à préparer la menace des marcheurs blancs, et en un épisode ça se conclut par un coup de poignard. Oh là là, cette tristesse là, il se fait éclater comme un Mr Freeze. L'épisode suivant va faire monter la grogne, à cause d'un gobelet Starbucks, posé comme ça. Au départ, l'erreur amuse, et puis quand on se rappelle que c'est des professionnels et pas à la taverne d'Halloween, ça fait tout de suite moins rigoler. Les gens sont consternés. Comment la série la plus coûteuse du monde peut-elle laisser traîner un accessoire en pleine prise? L'erreur, si elle est sans incidence sur l'histoire, donne l'impression d'une certaine négligence dans la production. Comme si la précipitation gagnait même l'équipe technique. Une erreur qu'on n'aurait jamais fait du temps des premières saisons. L'anecdote fera les délices des médias, HBO ira jusqu'à retoucher l'épisode sur les plateformes pour effacer le gobelet. Cependant, la vraie fracture, l'épisode qui fera tant parler de lui, est celui où l'on voit Daenerys à dos de dragon, raser totalement Port-Réal et massacrer des centaines de milliers de civils innocents, alors même que la ville a sonné sa reddition. On a donc un basculement complet du personnage de Daenerys qui sombre tout à coup dans la folie, même si la série avait tenté d'amener quelques éléments de cette folie à venir, et de ce basculement, c'était trop peu pour être efficace. Alors sans réelle source sûre, on peut deviner que Martin avait choisi à peu près le même destin pour Daenerys, à savoir qu'elle devient à moitié dingue. Et ça franchement, j'aime bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, je trouve ça bien. Daenerys, ça a toujours été un personnage qui s'estimait supérieur, plus humble, plus bienveillant, plus juste, et là, l'avoir basculé dans une séquence de Mad Queen, franchement, c'est génial. Le problème, ça a été mal amené. Pour mon plus grand bonheur, je suis pas le seul à avoir cet avis, beaucoup le partagent. Sur les forums et les réseaux sociaux, c'est l'explosion au moment de la diffusion de l'épisode. On voit fleurir des mots comme scénariste incompétent, fin bâclée, personnage trahi, et les invectives fusent. L'épisode, très spectaculaire visuellement, obtient une piètre note de 47% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Du jamais vu pour la série, qui flirtait avec 90% d'avis positifs la plupart du temps. C'est l'épisode le plus mal noté de l'histoire du show. Après, je trouve que les gens sont un peu durs. Moi, je l'aime bien cet épisode parce qu'il constitue une preuve irréfutable que les scénaristes ne savaient pas où ils allaient avec leur personnage. J'en veux pour preuve le moment où Jaime Lannister revient à Port-Réal, d'ailleurs on comprend toujours pas pourquoi. Alors oui, certes, il veut sauver sa sœur Cersei, mais bon, on a bien vu depuis les saisons, depuis la première saison, que le destin de Jaime est en train de changer, il désapprouve les décisions de sa sœur. D'ailleurs, il a cette histoire d'amour avec Brienne qui est vraiment belle pour au final la désapprouver complètement, la renier, il la largue dans l'épisode d'avant pour au final retrouver sa sœur. Il a donc un arc de développement en cercle, c'est pas très grave, mais bon, c'est un peu dommage. Il revient à Port-Réal pour sauver Cersei, donc il tombe pile à ce moment-là sur Euron Greyjoy qui pile à ce moment-là sort de l'eau à cet endroit précis, à ce moment précis, et il va vouloir le tuer. Voilà, il se met à l'agresser, on comprend pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort, voilà, mais apparemment c'était son objectif de personnage depuis le début, de tuer Jaime Lannister, et il y parviendra, il va le blesser mortellement, et il est content, le cochon là. Je sais pas quoi rajouter quoi, mais c'est... Qui peut me défendre ça? Qui peut me défendre Euron Greyjoy et son arc de développement nul?
enfin vient l'épisode final, The Iron Throne, diffusé le 19 mai 2019, c'est le 6e et dernier épisode de la série, alors que les précédentes saisons étaient composées de 10 épisodes. Le final attire près de 19,3 millions de téléspectateurs en direct, du jamais vu pour HBO. Et c'est normal, parce que les gens voulaient la conclusion tant attendue de la série, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été déçus. Jon Snow assassine Daenerys dans une scène intime et tragique, enfin bon, voilà, si on veut. Le dragon, pétri de chagrin, décide de ne pas carboniser l'assassin, mais à la place de faire fondre dans un symbolisme étrange la cause de tous ses malheurs, le trône de fer. Et en vrai, ça fonctionne, y a pas de souci. Le problème, c'est que vraiment ça arrive très très vite, on sent que ça a été précipité. Et il y a encore plus bancal, le fameux grand final où Tyrion propose de nommer Bran Stark roi de Westeros parce qu'il a la meilleure histoire à raconter. And who has a better story than Bran the Broken? Rendez-vous compte que là, Tyrion, à la base, Daenerys avait prévu de l'exécuter, donc déjà à quel moment Vergris le laisse remodeler absolument toute la géopolitique d'un pays conquis, à quel moment Jon n'est pas lui aussi exécuté, à quel moment il a son mot à dire, et surtout pourquoi Bran, quoi? Pourquoi lui, quoi? Mais ça n'a aucun sens. Le pire, c'est que tout le monde accepte sans vraiment discuter, mais ils savent même pas qui c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance dans la vidéo, plus j'ai le sel qui remonte là. La saga s'achève donc sur une note douce amère, la menace des marcheurs blancs a disparu, le pouvoir central est affaibli mais partagé, et chacun des personnages principaux retourne à son destin. Jon s'en va au-delà du mur, Sansa règne sur le nord indépendant, Arya part explorer l'inconnu. Cette conclusion, surprenante et anticlimatique pour beaucoup, laisse une partie des fans amers. En même temps, faut comprendre, c'est une fin ouverte là. En quelques épisodes, Game of Thrones est passé de la consécration à la controverse. Comment expliquer un tel revirement? Pourquoi la série a-t-elle dérapé sur la fin, au point de renier, selon certains, ce qui faisait sa force? Comment ça se fait que ça a été expédié à ce point? Pour avoir la réponse, faut interroger les acteurs. Si on demande aux comédiens, il y a bien deux camps distincts. Tout d'abord, il y a ceux qui défendent le travail des scénaristes et des showrunners. Même si je n'aime pas particulièrement la fin de cette série, personnellement, je ne peux pas faire, en ce qui me concerne, comme si c'était le cas de tout le monde. Il y en a qui trouvent que c'était une brillante conclusion, à commencer par les acteurs. Kit Harington défend bec et ongle le travail des showrunners, ainsi que Sophie Turner, qui n'aura de cesse de dire que les pétitions en ligne pour refaire la série, sont quand même à la limite de l'irrespect. 1,5 million de signatures, faut pas rêver, on va pas refaire la saison 8. C'est du manque de respect pour l'équipe technique. Il y a aussi des acteurs qui semblent plus déçus que d'autres, comme Conless Hill, l'acteur de Varys, qui avoua regretter la fin de son personnage, d'avoir même été bouleversé par cette fin. Il aurait aimé, avant d'être tué, avoir une dernière conversation avec sa némésis, Littlefinger, et selon lui, ça aurait apporté un vrai plus à la série. C'est même ahurissant que ça ne soit pas le cas. Peter Dinklage, lui-même, sans condamner la série, avoue par moments, avec ironie, qu'il ne comprenait pas vraiment ce que son personnage faisait. Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, après, tout ce que je suis en train de vous dire est inhérent à cette saison 8, et par honnêteté intellectuelle, faut quand même que je vous signale qu'il y a des acteurs qui étaient en colère même bien avant la fin de la série. Il y en a eu dans les saisons d'avant, je pense par exemple à Barristan Selmy, qui a même écrit des lettres cinglantes au showrunner pour les supplier de ne pas tuer son personnage. C'est donc, voilà, par souci d'honnêteté, je suis quand même obligé de vous signaler que des acteurs qui sont pas très contents du traitement de leur personnage, il y en a plein, et il y en a eu plein par le passé, c'est normal, c'est leur gagne-pain, alors à partir du moment où ils sont éjectés, poussés vers la sortie, par moment ça peut leur foutre un peu les boules. Et les showrunners, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce merdier? En fait, D&D sont restés plutôt discrets suite à l'apparition de l'épisode final. Ils se sont murés dans un silence prolongé, habituellement présents en interview ou dans les émissions Inside the Episode, pour expliquer leur choix scénaristique. Les deux showrunners ont quasiment disparu des radars médiatiques durant les semaines qui ont suivi la polémique finale. Prenons le making-of de l'épisode 4 de la saison 8, tiens. David Benioff s'exprime sur un élément intrigant de la saison. Comment Daenerys en est arrivée à oublier tactiquement la flotte de Euron Greyjoy? David répond que Daenerys l'a tout simplement oublié. Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. They certainly haven't forgotten about her, and they're just waiting for her to come back. Y'a qu'à voir les commentaires en dessous de cette vidéo pour se rendre compte que les gens, à l'époque, et même plus récemment, trouvent intolérable la conclusion de la série. Mais pendant que l'hiver vient et que D&D laisse judicieusement l'ouragan passer au-dessus d'eux, qu'en est-il de George Martin? Il en pense quoi, lui? On sait que l'auteur est plutôt actif sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement sur son blog. Alors comment a-t-il trouvé cette conclusion télévisuelle au travail de sa vie? Alors pour tout vous dire, George est resté quand même très diplomate en public, voire un brin nostalgique. Je pourrais faire comme beaucoup de youtubeurs et vous montrer que sur son compte Twitter, il avait balancé des messages qui ne concernaient en rien la série au lendemain de la parution de l'épisode final et que donc implicitement ça voulait dire qu'il en avait rien à foutre de la série, mais je pourrais aussi être honnête et vous dire que sur son blog perso, il avait publié
publié un message de remerciement à toute l'équipe technique et même au showrunner. Il félicite l'équipe et les acteurs, rappelant l'incroyable chemin parcouru depuis sa rencontre avec eux en 2006. Mais il glisse aussi quelques phrases lourdes de sens, expliquant que si la dernière saison a eu besoin de 6 heures pour conclure la série, lui s'attendait à le faire en environ 3000 pages. Bon voilà, ça par contre, ça peut laisser entendre qu'il prendrait quand même un petit peu plus son temps pour sceller ses intrigues, et c'est normal. Mais à part ça, rien ne laisse supposer qu'il est déçu de la fin. Faut même vous dire qu'il souhaite bonne chance à D&D pour la réalisation de leur futur film Star Wars. Hein ? Ah mais oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé de ça. Ah bah oui, il semblerait que je vous ai pas communiqué un élément crucial du départ précipité de D&D. Alors on va quand même pas minimiser leur fatigue, hein. Je pense qu'en effet ils avaient besoin réellement de repos, ils en avaient marre. Au bout d'une décennie entière à tenir les rênes d'une des productions les plus complexes et les plus coûteuses de l'histoire de la télé, ça peut se comprendre. Humainement, je pense que même si t'es le fan absolu de cette saga, au bout d'un moment t'en as quand même un peu marre. Mais il faut savoir que Disney les avait aussi engagés pour un projet Star Wars. L'annonce date du 6 février 2018, vous pouvez toujours vous rendre sur le compte du site officiel de Disney, et David Benioff et Daniel Weiss étaient cités. Ils allaient partir de Winterfell pour une galaxie lointaine, très lointaine. Ils produiraient donc alors une nouvelle série de films Star Wars distincte de la saga Skywalker. Ils ont même commencé à travailler avec Rian Johnson. Alors, il n'en faut pas plus pour que les fans de Game of Thrones grincent des dents. Pour eux, c'est sûr, D&D ont abrégé la fin de Game of Thrones, voire l'ont même carrément bâclé pour retourner le plus vite possible à leur projet Star Wars. Il faut cependant nuancer, Benioff et Weiss n'ont pas brusquement écourté GOT à cause de Star Wars, ils prévoyaient depuis longtemps de finir la série en 8 saisons et même de raccourcir le nombre d'épisodes sur la fin de la série. Cela dit, il apparaît que le projet Star Wars a renforcé leur volonté d'en finir rapidement. Après la saison 7, HBO était disposé à financer au moins 2 saisons supplémentaires et accorder aux showrunners le temps qu'il leur semblerait nécessaire pour pouvoir conclure l'histoire. Mais Benioff et Weiss sont tenus à s'en tenir à une ultime saison, une seule, afin de pouvoir ensuite se consacrer pleinement à Star Wars. L'objectif étant de finir Game of Thrones en 2019 pour être opérationnel sur la nouvelle trilogie Star Wars et tenir l'échéance de 2022 fixée par Disney. Autrement dit, l'attrait de Star Wars a pesé dans la balance, c'est sûr. Sachant qu'ils allaient hériter d'une des plus grosses licences du cinéma, ils étaient prêts à tourner la page de Game of Thrones plus tôt. Au premier abord, D&D ont donc sacrifié la fin de Game of Thrones au prix du tout aussi controversé Star Wars. On va dire que c'est un mal pour un bien. Mais alors, vu qu'on est en 2025 et qu'ils ont même pas réalisé un épisode de Boba Fett, qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, enfin façon de parler, fin 2019, le projet Star Wars n'est pas concrétisé. Netflix fait une contre-proposition à 200 millions de dollars pour s'offrir les services du duo D&D. Proposition que David Benioff et Daniel Weiss acceptent sans discuter, non de Dieu tu m'étonnes. Comme ils le disent, il y a que 24 heures dans une journée, ils peuvent pas être au four et au moulin, et à choisir, ils choisissent la proposition la plus alléchante financièrement, difficile de leur jeter la pierre. Mais ce n'est que récemment que le duo s'est attaqué à un gros morceau, je parle de Free Body Problem, adapté du roman culte de Liu Cixin, réputé inadaptable. Pas de fantasy cette fois, il s'agit de science-fiction. Alors pour vous dire la vérité, moi je savais même pas qu'ils avaient réalisé ça avant de faire cette vidéo. De ce que j'ai lu, écoutez, ça a l'air d'être un succès critique et commercial. On leur souhaite tout le bonheur en espérant que la fin de cette série ne connaisse pas celle de Game of Thrones. En ce qui concerne maintenant George Martin, figurez-vous qu'il caressait l'espoir de faire une série sur le personnage de Jon Snow. Le projet, nommé sobrement Snow, avait été lancé par Kit Harington à la suite de la série. George Martin se portait d'ailleurs garant comme producteur et espérait relancer la machine. Mais sans qu'on sache au juste pourquoi, cette série est mortonnée. Les fans doivent alors se résoudre, plus rien ne viendra succéder à la série qu'ils appréciaient pourtant tellement ces soirs de printemps. D'autant que Martin ne semble pas décider à écrire la suite des livres, alors bon, finalement il leur reste absolument rien pour se faire les dents. Pourtant, les fans de Westeros pourraient bien voir leur série préférée ressusciter comme Lazare grâce au vieux bonhomme. House of Dragons, la nouvelle série de l'univers Game of Thrones se déroulant bien avant les événements de sa grande sœur. Elle a été l'occasion pour lui de briller à nouveau en tant que jardinier, producteur et auteur, surtout vu le succès de la première et deuxième saison. Perso, je trouve que la deuxième saison est pas mal en dessous, mais enfin bon, ça reste mon avis. Alors moi, aujourd'hui, si j'ai choisi de vous parler de cette série, c'est quand même que c'est un pan de mon adolescence, j'irai pas jusqu'à dire que ça a forgé l'homme que je suis, mais c'est quand même effectivement un moment de ma vie, et je pense qu'en prenant un petit peu de recul sur les choses, des années plus tard, ça nous permet de nous forger un avis global. Bon après, j'ai quand même été très subjectif sur ce que je disais, j'ai quand même essayé de raconter une histoire, mais bon, de donner mon avis, vous me connaissez, je suis un petit peu comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Oh tiens, il y a un flingue au-dessus de moi là. Enfin, un point de réflexion important que j'aimerais partager avec vous, Game of Thrones était une série bâtie sur la surprise et le renversement des tropes classiques. Jusqu'au bout, Benioff et Weiss ont maintenu cette ligne, et ça on peut pas leur enlever, quitte à prendre le risque de déplaire. Ont-ils eu raison ?
Ont-ils eu tort? La réponse dépend de chaque spectateur. Ce qui est certain, c'est qu'en choisissant la surprise maximale, ils ont divisé. En ce qui me concerne, je pense que la série a fini par devenir une parodie d'elle-même, si vous voulez mon avis. Les gens attendaient certes des retournements de situation, mais pas des retournements acrobatiques improbables. Alors oui, surprendre le spectateur, c'est bien, mais en conclusion, je laisserai cet extrait d'interview célèbre de George Martin. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, prenez le temps de le regarder. Yeah. You know, if you've planned your book that the butler did it, and then you read on the internet, someone has figured out that the butler did it, and you suddenly change in midstream and it was the chambermaid who did it, then you screw up the whole book.